Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, 30 minutes et 3 thèmes à aborder. Comme tous les jours, on commence avec mon invité Sébastien Reynaud, qui est président de l'Union nationale des entreprises adaptées. Le secteur interpelle les candidates et les candidats à la présidentielle pour promouvoir une économie plus inclusive. Le débat de l'émission, il portera sur l'économie bleue. Vous verrez comment Nausicaa, le Centre national de la mer, accompagne les startups dans leur développement. On va parler notamment de la préservation des coraux. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Silex, pionnier du marché du sourcing intelligent, qui publie un guide des achats responsables. Voilà, pour les titres, on parle des entreprises adaptées tout de suite. Bonjour Sébastien Reynaud, bienvenue. Vous êtes donc le président de l'Union nationale des entreprises adaptées et directeur de Recycléa. Recycléa, c'est des smartphones, des tablettes que vous reconditionnez, c'est ça? C'est ça. Bonjour Thomas, c'est des smartphones, des tablettes et tous les devices de l'informatique en fin de vie qu'on reconditionne, qui sortent de grands parcs professionnels, qu'on reconditionne pour remettre sur le marché de la seconde vie. Ouais. Et c'est une entreprise adaptée. Combien de personnel, quelle part de personnel en situation de handicap chez Recycléa? C'est une entreprise adaptée, ça fait 11 ans qu'on existe, on est aujourd'hui 160 collaborateurs et on a un peu plus de 100 collaborateurs en situation de handicap, 63% exactement. Oui. Donc ce modèle inclusif nous permet de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, alors que la moyenne en France, c'est 3,5%. Donc voilà, on surperforme. Ah oui, vous êtes bien au-dessus de la moyenne. Donc l'Union nationale des entreprises adaptées, dont vous êtes le président, 560 entreprises qui représentent 70% du secteur, 80% des salariés. Déjà, si on définit, c'est quoi une entreprise adaptée? Ça veut dire quoi? Alors, une entreprise adaptée, depuis la loi de 2005, c'est une entreprise déjà du milieu ordinaire de travail. C'est-à-dire qu'avant, on était avec nos cousins des ESAT dans le médico-social, et depuis 2005, on est venu dans le monde du travail ordinaire, comme n'importe quelle entreprise. Avec la particularité, je le dis souvent, d'être des entreprises extraordinaires du milieu ordinaire, puisqu'on a... Alors, la loi a changé en 2018, mais aujourd'hui, on a l'impératif d'avoir au moins 55% de nos personnels titulaire d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et avec un éloignement de l'emploi. Voilà, donc soit une grande période de chômage, soit des bénéficiaires des minima sociaux comme l'AAH. Voilà, et donc ça, c'est la définition légale de l'entreprise adaptée. Mais qu'est-ce qui vous différencie des ESAT en fait? C'est quoi la différence entre une entreprise adaptée et un ESAT? La différence entre un ESAT et une entreprise adaptée, l'ESAT est dans le médico-social. Les collaborateurs des ESAT ne sont pas des salariés, mais des usagers. Ils ont une prise en charge médicale, sociale, et on se sert du travail comme support à l'inclusion. Nous, on est vraiment des entreprises classiques dans nos entreprises, y compris dans la mienne. Nos salariés ont une convention collective via un secteur d'activité. Un contrat de travail classique. Salariés, un salaire qui est lié à la convention collective, des négociations, on a une représentation sociale, des syndicats. Enfin voilà, on est soumis au code du travail. Et notre ministère de tutelle pour les entreprises adaptées, c'est le ministère du Travail. Pour les ESAT, c'est le ministère de la Santé. Oui, donc on voit bien la différence. D'ailleurs, quand on parle de Français en situation de handicap, ça représente combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 12 millions de Français en situation de handicap. Ce qui est beaucoup, on sous-estime souvent ce chiffre. Alors, qui rentre dans cette catégorie en quelque sorte? Alors, toutes les sortes de handicap, le handicap sensoriel, le handicap moteur. C'est vrai qu'en France, quand on parle de handicap, on voit la personne en fauteuil, comme dans le monde entier, puisque le pictogramme qui symbolise le handicap, c'est la personne en fauteuil. Mais 80% des handicaps sont invisibles. Dans nos entreprises adaptées, on va souvent être le dernier employeur. Alors, je vais forcer à caricature. Le boulanger qui développe une allergie à la farine, il va se retrouver en situation de handicap, puisque c'est handicapant, on ne peut plus toucher de farine, il ne peut plus exercer son métier. L'entreprise adaptée est souvent une solution. Les personnes qui ont des lombalgies, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, après toutes les pathologies plus ou moins dégénérescentes, voilà, c'est des gens qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises adaptées. Alors, c'est pas, ça représente, vous le disiez, 12 millions de Français, pourtant, ce n'est pas vraiment un thème majeur de cette élection présidentielle. Vous publiez un plaidoyer à destination des candidates et des candidats pour dire quoi?
Pour essayer d'avoir une plus grande justice sociale. On a 5 grandes thématiques dans notre plaidoyer, 4 qui concernent presque directement les entreprises adaptées, notre secteur, pour encourager au développement de d'autres secteurs, parce que à peu près 500 000 personnes en situation de handicap au chômage en France, on en a 40 000 en situation d'emploi dans nos entreprises adaptées. On a le potentiel pour se développer. Encore faut-il lever quelques verrous. Et puis aussi pour que les personnes en situation de handicap qui cherchent du travail et ça soit plus juste faire lever des freins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins à l'emploi des personnes en situation de handicap, des freins techniques, mais l'employeur classique, il a la peur d'employer une personne en situation de handicap parce qu'il sait qu'il va être confronté soit à de la maladie professionnelle, donc un taux AT-MP qui va augmenter, des problématiques à former les gens, puisque ces gens-là sont souvent des gens en reconversion. Et aujourd'hui, nous, on plaide pour ce qu'ils aient leur compte formation qui soit abondé 2 fois plus que les valides, puisque dans une carrière d'une personne en situation de handicap, souvent on est obligé de plus se former pour se réhabiliter plus. Enfin, voilà, Il y a aussi le levier de la commande publique sur lequel vous insistez. Quelle est la situation aujourd'hui et puis qu'est-ce que vous proposez ? Nous, alors la situation aujourd'hui, on est à moins de 1% de la commande publique qui est dirigée vers les structures dites inclusives. Donc on prend les entreprises adaptées, mais la grande famille des entreprises de l'ESS avec les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, etc. Moins de 1%. Moins de 1%. Aujourd'hui, la commande publique, c'est 200 milliards d'euros. Donc nous, on milite pour l'application de la loi climat et résilience qui a été votée dernièrement, qui porte à 5% l'objectif et pour qu'il y ait des faits. Parce que souvent, on a des engagements dans des lois, mais il n'y a pas souvent les faits. Donc 5% de la commande publique dirigée vers les entreprises de l'ESS, ces entreprises qui sont en France, sur des territoires. Enfin, c'est important, refaire vivre les territoires. Et on peut relocaliser de l'activité. On en a fait la démonstration dans les entreprises adaptées, à travers le textile. Dans les entreprises adaptées, avec la crise sanitaire, on s'est mis à faire des masques. Aujourd'hui, on fait des t-shirts, des layettes. C'est 1 million d'heures de travail, 500 emplois créés l'an dernier. Et voilà, donc il y a une possibilité encore en France de créer de l'industrie. Je reviens à votre casquette de directeur de Recycléa. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement ? Et puis ça va rejoindre le plaidoyer. Est-ce que vous avez été aidé d'une certaine façon pour la prise en charge des surcoûts d'investissement que représente le fait de devenir une entreprise adaptée ? Alors, depuis 2018 et la réforme, on a eu un fonds d'aide à la transformation des entreprises adaptées qui intervenait sur l'investissement. Alors, mais dans une enveloppe très capée à 200 000 euros, on avait jusqu'à 50%. Voilà, nous, on demande la création d'un fonds d'aide à l'investissement parce qu'en entreprise adaptée, le cabinet Deloitte l'a démontré, on a 21% de surcoût d'investissement. C'était à peu près votre cas chez Recycléa. C'est à peu près ça. C'est une moyenne, quoi. C'est une moyenne. Pour faire le même travail, il nous faut plus de monde, donc plus de vestiaires, plus de parking, plus de surface, etc., plus de machines. Donc, en fait, on demande un soutien, mais sur l'investissement créateur d'emplois. C'est-à-dire que les entreprises s'engageraient à avoir un impact positif en échange d'un soutien à l'investissement pour combler cette injustice sociale et ces surcoûts d'investissement. Autre proposition que vous évoquez, vous l'avez dit rapidement, mais un dispositif pour favoriser le retour à l'emploi. C'est-à-dire que là, on parle de personnes en situation de handicap. Et vous l'avez dit, il faut quoi ? Il faut les former, il faut accentuer ce dispositif-là. Là encore, vous vous adressez aux candidates et aux candidats. Oui, il faut accentuer ce dispositif-là et lever les freins administratifs qu'on a dans notre pays. Aujourd'hui, on a la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui est indispensable au travail en entreprise adaptée. Mais la réalité du terrain, c'est des MDPH qui, par endroits, sont débordés. MDPH ? Maison départementale des personnes en situation de handicap. C'est eux qui délivrent cette reconnaissance. Ils ont jusqu'à 12 à 18 mois de traitement des dossiers. On a des verrous administratifs. On a des gens qui ont des reconnaissances de la Sécu qui ne sont pas des reconnaissances des maisons départementales. Donc en fait, nous, on demande une seule et même reconnaissance administrative pour la personne en situation de handicap qui soit un passeport, et on aimerait bien que ce soit un passeport européen aussi, puisqu'aujourd'hui, quand on se veut européen, si on est handicapé en France, on n'est pas reconnu handicapé en Allemagne, vice-versa. Et dans des logiques de parcours, on trouve que c'est pas normal. Quand on est dans ce parcours de retour à l'emploi, est-ce qu'on peut cumuler des aides et son salaire quand on vient de retrouver un emploi ? Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on pourrait là encore améliorer ? Là encore, c'est une des propositions qu'on porte, mais qui est générale à toutes les personnes en situation de handicap. C'est de dire, aujourd'hui, on est limite. En gros, la personne en situation de handicap qui a le droit à la hache ou à des minima sociaux, quand elle veut retourner à l'emploi, dès qu'elle cumule plus de 17 heures, elle perd tous ses droits. Et quand on a eu 3-4 ans d'inactivité, qu'on est en situation de handicap,
envisager une reprise à 35 heures, c'est difficile pour certains. Ouais. Donc nous, on milite pour un accompagnement plus long, c'est-à-dire que progressif, qui puisse conserver l'aide et qu'on n'ait pas cet effet de seuil qui malheureusement maintient des gens à la maison. Parce qu'après, on a des logiques économiques, quand on a des charges, etc. Perdre une aide, ça peut nous mettre en difficulté. Le retour à l'emploi, c'est quelque chose qui s'accompagne. Alors, je voudrais, pour terminer, il nous reste une minute, parler de ce livre publié au mois de février, Thibaut Petit, Handicap à vendre, c'est aux éditions Les Arènes, plusieurs années d'enquête. Alors, ça concerne le modèle des ESAT, donc vous n'êtes pas directement concerné, mais ça pose la question de la conciliation de la mission sociale et de l'impératif économique qui peuvent sembler effectivement contradictoires. Est-ce qu'il y a eu effectivement des dérives? C'est un sujet d'actualité. On a vu le scandale Orpea. Moi, on est sous l'Union nationale des entreprises adaptées et solidaires d'handicap, qui est la fédération qui représente les ESAT, qui s'est dit outré, parce que je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais eu de dérive, ça serait ce journaliste mais on fait d'un cas isolé une généralité, et c'est un peu, je ne sais pas le bon terme, pas insultant, mais enfin c'est dévalorisant pour les gens qui travaillent en ESAT et qui au quotidien sont au soutien de personnes en situation de handicap. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire dans cette enquête. Moi je reste solidaire d'handicap, je sais que dans les ESAT, les personnes en situation de handicap sont très bien prises en charge. Bon, ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Sébastien Reynaud, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur l'économie bleue, on va parler des coraux. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Gaël Jean, bonjour, bienvenue. Vous êtes chargé de mission au Blue Living Lab qui dépend de Nausicaa. Jérémy Gobet, bonjour, vous êtes artiste plasticien, créateur du projet Corail Artefact. Allez, on présente un peu Nausicaa, le Centre national de la mer, et surtout ce Blue Living Lab, c'est quoi ? Alors, le Blue Living Lab, c'est un incubateur et un living lab, c'est-à-dire un lieu où on vient expérimenter, prototyper, développer des projets en lien avec l'océan au sein de Nausicaa. Ouais. Donc, on a un espace de coworking qui accueille des porteurs de projets et le programme leur donne accès à l'ensemble des infrastructures et des compétences au sein de notre équipement qui donc il y a vraiment à Boulogne-sur-Mer. Oui, évidemment, ce musée de la mer ou ce centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer, ça veut dire que c'est vraiment un laboratoire, quoi. On peut vraiment dire ça, quoi. C'est ça, exactement. Ça permet d'expérimenter à la fois sur les parties techniques, c'est le cas avec Jérémy sur le corail, donc dans quel cas on a accès aux surfaces techniques, aux bassins d'essai, etc. Ou ça permet d'expérimenter également avec les visiteurs, donc de tester des produits auprès des visiteurs, d'avoir directement leur avis sur un service, sur une appli, et d'avoir leur retour en direct pour se repositionner, faire évoluer son produit rapidement. Ouais, alors Jérémy Gobet, vous allez nous expliquer ce que vous apporte le Blue Living Lab, évidemment, mais d'abord ce projet Corail Artefact, de quoi il s'agit ? Alors, l'idée de Corail Artefact, c'est de réunir différents domaines de la société, à savoir l'art, la science, l'industrie, l'éducation et les savoir-faire, pour trouver des solutions concrètes à la restauration des récifs coralliens, qui sont extrêmement en danger. On le sait un peu tous, j'imagine. Aujourd'hui, on est bien informés sur le sujet. Et moi, en tant qu'artiste, alors, je réalisais des œuvres, mais je me disais, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Et est-ce que je ne peux pas essayer de mettre ma créativité au service de la restauration corallienne ? Et l'idée de base, elle est partie d'une rencontre avec une matière et une technique qui s'appelle la dentelle au fuseau. Et ce point de dentelle traditionnel, qui s'appelle le point d'esprit, ressemble à s'y méprendre à un des squelettes de coraux que j'utilisais dans mes œuvres. Et l'idée a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette dentelle pour régénérer les récifs et faire vraiment une alliance, alors j'en fais des œuvres, mais aussi faire une alliance savoir-faire en perdition. Les ateliers de dentelle aujourd'hui en France sont de plus en plus rares. Et sauver à la fois la dentelle et sauver à la fois le corail. Donc ça, c'était l'impulsion. Ça, c'est l'impulsion du projet. Et puis ensuite, il y a ce que vous développez avec le Blue Living Lab. Là, c'est d'autres des échantillons, en quelque sorte, que vous avez apportés. Donc c'est quoi exactement ? Alors, en fait, la dentelle, pour moi, elle sert de support pour capter ce qu'on appelle les larves de coraux. C'est pour la reproduction sexuée, qui est assez peu étudiée et assez peu utilisée, en fait, qui est plutôt la partie vraiment innovation. Mais il y a une technique plutôt classique qu'on appelle le bouturage, c'est-à-dire le corail, il a la capacité de se régénérer. Quand on casse un fragment,
on le fixe sur un support ou sur un récif à régénérer, il va se développer, il va régénérer le récif. Sauf qu'habituellement, on utilise du béton comme support et des colles type époxy, des colles toxiques. Donc en fait, on sauve le corail avec ce qui, d'un côté, le détruit. Donc l'idée que j'ai développée, c'est d'utiliser des matériaux 100% naturels et un design innovant qui enlève la colle. Donc en fait, il suffit... Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, vous avez imaginé un corail. Ouais. Il suffit de casser un fragment. Et ce fragment, donc vous avez un support et une petite valve imprimée en 3D. Okay. Il suffit d'enficher à l'intérieur la bouture et ensuite elle va se développer, elle va régénérer un récif ou un support. L'avantage aussi, c'est que donc il y a le design, il y a la technique, mais aussi la matière. La matière, c'est une matière que j'ai imaginée et qui est un peu unique au monde parce qu'elle est 100% made in France, 100% biosourcée et 100% biodégradable. C'est quoi comme matière? Pas encore. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail. D'accord, c'est trop compliqué. Bon, alors on ne perd pas trop de temps là-dessus. Ouais. Je voudrais faire, vous l'avez évoqué le constat, je voudrais quand même le faire. 30% de la grande barrière de corail qui a disparu, ça c'était dans l'année, en 2016, le constat 2016. 60% des récifs coralliens directement menacés par les activités humaines, 100% des coraux, si on ne fait rien, auront disparu d'ici 2050. Gaël Jean, qu'est-ce qui vous a séduit et puis comment le laboratoire de Nausicaa vient au soutien d'un projet comme celui-là? Parce que c'est aussi un incubateur, ce que vous nous avez dit. Oui, tout à fait. Ce qui nous a séduit dans le projet de Jérémy, c'est déjà sa démarche, je dirais, globale. Hein. Le fait qu'il associe une démarche artistique, il y a une démarche scientifique et technique, et qu'il aille à la rencontre du public, finalement, ce qui est assez similaire à notre approche. Ensuite, qui travaille sur l'enjeu du corail, hein, qui est également un enjeu que nous voulons porter à l'attention du public. Et la possibilité qu'on a de lui offrir un espace pour tester ces supports de bouturage. À Nausicaa, on élève du corail, on a un conservatoire du corail avec des centaines d'espèces qui sont élevées chez nous. Et on a cette capacité, et c'est pour ça que Jérémy est aussi venu vers nous, de lui offrir un espace dans nos réserves où il peut tester ses boutures, mettre en croissance différentes espèces de corail sur différents supports, de façon à voir comment le corail réagit et quel support pourrait être le plus favorable à l'objectif qui s'est fixé, c'est-à-dire une croissance rapide et sans impact. Vous en êtes tous des tests, Jérémy Gaubet? Alors, on a déjà fait une première série de tests avec des premières matières qui existaient sur le marché. Ouais. Donc là, c'était plutôt pour éprouver le design et la technique, mais c'était déjà des matières écologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des biopolymères. C'est comme des plastiques, sauf que c'est fait à partir de ressources végétales. Donc ça, on a déjà testé ça. Et là, maintenant, en fait, moi, j'ai eu le temps, entre-temps, de développer mes propres matériaux. Et là, on va lancer, courant de cette année, les nouveaux tests avec ces nouvelles matières. Mais le projet est déjà déposé. On a déjà fait toutes les démarches administratif pour le protéger. Et on a déjà, en gros, si vous voulez, on a déjà les résultats au niveau du design et des premiers matériaux. Et là, cette année, on aura la confirmation finale. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir lancer une commercialisation à partir de l'année prochaine. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ça devienne, c'est une entreprise et c'est un business aussi. C'est ça. Oui, oui. Alors, c'est un business un peu particulier. Ouais. Corail Artefact, j'ai voulu vraiment que ce soit un projet vertueux. Ouais. Donc, en fait, il y a une partie business parce qu'évidemment, il faut financer les essais, mais il y a aussi une partie philanthropique. C'est-à-dire que il y a des lieux qui ont des moyens, des gouvernements ou des lieux privés qui peuvent payer la restauration corallienne et il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et donc là, il y a une branche philanthropique qui peut prendre en charge financièrement l'installation de nos solutions là où il y en a besoin. Ouais. Je pose la question du business parce que l'économie bleue, c'est un secteur important. Oui, il faut en dire un mot, ça. Oui, c'est le secteur qu'on adresse. Alors en PIB, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact aujourd'hui, mais ça représente une solution importante pour l'avenir, vers laquelle on se tourne aujourd'hui massivement, avec l'éolien en mer, mais pas seulement, avec des infrastructures flottantes qui peuvent produire de l'énergie, avec la question de l'aquaculture pour répondre aux enjeux de la nourriture de demain, issue de la mer, avec la production d'algues, la transformation d'algues et de microalgues. Il y a énormément de solutions aujourd'hui qui se trouvent dans la mer et sur lesquelles il faut aujourd'hui investir et chercher. Oui, parce que, évidemment, c'est à la fois une source de business, mais il faut la préserver, cette ressource. Donc vous êtes typiquement dans cette démarche-là. C'est ça, c'est vraiment notre positionnement.
c'est d'accompagner des entreprises à impact qui vont grandir, je dirais, économiquement à travers des projets liés à l'océan et qui ont intégré à leur modèle cette dimension durabilité. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé au-delà du laboratoire pour pouvoir tester comme soutien, comme compétence même? Parce que j'imagine, c'est une alchimie que vous nous décriviez au début avec le nombre d'univers différents qu'il faut associer pour créer cette entreprise. Quelles compétences vous avez trouvées au Blue Living Lab? Alors déjà, avant de parler des compétences, je dirais que ce qui a été le premier apport, c'est un apport de confiance. Parce que, étant artiste plasticien, je pense que peu de gens m'attendaient dans ce domaine de la recherche, du développement et de l'innovation. Donc déjà, et c'est moi qui ai écrit les protocoles de recherche. Voilà, c'est moi qui gère l'ensemble du projet, même au niveau sciences. Et ça... Voilà, c'est déjà de trouver un espace avec des scientifiques et un aquarium et un incubateur reconnu comme le Blue Living Lab et Nausicaa qui fait confiance au projet que je développe. Ça, c'est déjà une première chose importante. Après, au niveau des compétences même, le corail est une espèce très protégée. Il faut savoir que pour pouvoir travailler sur le corail, il faut ce qu'on appelle un capacitaire. Et s'il arrive quelque chose au corail, cette personne peut aller en prison. C'est vraiment une énorme responsabilité. Donc déjà, d'avoir accès à des capacitaires qui peuvent mettre à disposition du corail pour mon projet, c'est énorme. On a un autre lieu d'expérimentation qui est en Guadeloupe. Et pareil, c'est très important d'avoir, pour moi, des partenaires aussi sur le territoire français. Vraiment, je veux que Corail Artefacts soit un projet français. Et il n'y a pas énormément de structures qui ont la capacité à la fois scientifique et intellectuelle, et la souplesse intellectuelle aussi, pour mener des projets que Nausicaa. Je parlais tout à l'heure, je faisais tout à l'heure le constat de l'impact du dérèglement réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a une petite amélioration quand même dans ce constat depuis quelques années ou quelques mois? Alors ça dépend vraiment des secteurs géographiques et ça dépend vraiment des actions locales. On parlait de l'économie bleue tout à l'heure. Pour moi, il y a aussi un autre enjeu qui est un peu indirect, c'est aussi la fixation des populations. Il y a des endroits où les populations locales sont complètement dans la restauration et sont vraiment actives. Et du coup, là, on aperçoit qu'il y a des améliorations. Après, on est vraiment sur on ne sait pas comment la nature va réagir. C'est-à-dire que à la fois dans le bien et à la fois dans le mal. C'est-à-dire dans le mal, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire effectivement, les coraux sont en train de disparaître. Mais on a quelques exemples de résurgence, de régénération spontanée. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un élan. C'est-à-dire, déjà, dès lors où on arrête les activités comme la pêche à la dynamite, comme le BTP à outrance, on a déjà de la restauration. Il y a par exemple à Venise un système qui a été installé pour éviter la montée des eaux. Ça a créé un microclimat et vous avez des coraux qui sont apparus à Venise. Donc en fait, la nature trouve très vite son chemin. Et moi, ce que je dis régulièrement, Corail Artefacts, c'est tellement, finalement, pas sauver le corail, mais trouver notre place à nous, êtres humains, dans le cercle de la nature. Les coraux vont survivre quelque part. Il y a des coraux qu'on appelle en profondeur, qui sont à des dizaines, voire des centaines de mètres de profondeur. Eux, ils vont survivre. Donc les espèces, certaines vont disparaître, mais c'est nous qui vont être impactés. Ça, c'est sûr. C'est vraiment nous le plus gros danger. Parce qu'il faut terminer peut-être là-dessus en quelques secondes, Gaëlle Jean. C'est un capteur de CO2 aussi, le corail, tout simplement. Tout à fait. C'est un capteur de CO2. C'est une barrière naturelle contre l'érosion, donc contre, je dirais, une menace pour nos côtes. C'est également une niche de croissance pour des centaines d'espèces. Et donc, c'est un écosystème très complexe qui abrite une grande part de l'ensemble des écosystèmes marins et qui est nécessaire de protéger. Et comme disait Jérémy, aujourd'hui, une des actions les plus efficaces qu'on ait observées sur la restauration ou la préservation des coraux, c'est de laisser faire la nature, c'est-à-dire de cesser la pression et de réduire le stress sur ces milieux. Ouais. Donc aujourd'hui, la meilleure façon d'agir, finalement, c'est de prendre un peu de recul en tant qu'humain et de laisser la nature reprendre sa place. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas. On parle d'achat responsable tout de suite. Bonjour Quentin Fournella, bienvenue. Vous avez fondé Silex en 2014 avec Nicolas Bridet. Votre métier, c'est le sourcing intelligent. Alors on parle de quoi? C'est quoi le sourcing intelligent? Le sourcing intelligent, merci beaucoup pour cette première question. Alors en effet, je vais essayer d'introduire de manière la plus pragmatique possible le sourcing intelligent. Nous, on travaille avec les directions achats, on les aide à
à identifier et suivre leurs fournisseurs. Donc le sourcing, c'est plus particulièrement l'identification, la recherche de fournisseurs pour répondre à ses besoins. Donc voilà, j'ai besoin de réaliser telle prestation, j'ai besoin de réaliser telle construction, j'ai besoin donc de constituer des panels de fournisseurs qui vont pouvoir répondre à mon appel d'offres, à mes besoins. Et alors, que propose Silex dans ce cadre-là, avec notamment un rôle important de l'intelligence artificielle? C'est quoi votre valeur ajoutée? Mais en fait, donc c'est une suite logicielle. Donc on vend des solutions accessibles en ligne. Et donc, ce qui fait notre différence, c'est que on embarque avec ces solutions de la donnée, une plateforme de données donc qui aide les utilisateurs à prendre la bonne décision. Donc on fait de l'aide aussi dans le décisionnel en leur amenant la bonne donnée au bon moment. Vous êtes en quelque sorte des acteurs de la transformation RSE dont on parle tous les jours dans cette émission. Qui sont vos clients aujourd'hui et à quel point vous sentez qu'il y a un mouvement? Alors, nous, c'est les directions achats. Et en effet, depuis 2 ans, on voit le mouvement se renforcer. Alors, voilà, nous, on ne fait pas directement de la RSE, mais de manière indirecte, parce que c'est nos clients qui portent des politiques d'achat responsables qui sont de plus en plus structurées. Et donc, grâce à nos outils, progressivement, on les voit de prendre de plus en plus. Et puis, voilà, se professionnaliser cette approche autour de l'achat responsable. Vous publiez un guide des achats responsables, on y trouve quoi? On y trouve déjà des témoignages de nos clients. C'était ce qu'on voulait, parce qu'en fait, c'est une partie assez méconnue, ce métier de l'acheteur. Parfois, on ne sait pas forcément qu'il y a des grandes fonctions achats qui achètent pour le compte des entreprises, des organisations. Donc, on voulait mettre leurs efforts en avant. Donc, on a nos grands clients comme la région Bretagne, Paris 2024. Donc, les JO qui vont arriver dans 2 ans, c'est des milliards d'euros qui sont achetés. Et donc, de la même manière, ils cherchent à mettre en place une approche achat responsable. Et donc, c'est ce témoignage qu'on retrouve dans Oui, parce que c'est vraiment un thème intéressant. On a déjà débattu de ça dans cette émission. L'achat, c'est un levier majeur, quoi. On ne le soupçonne pas forcément, mais c'est un levier majeur de transformation. Absolument, oui, c'est vrai. On a, en fait, si on prend les dépenses d'une entreprise, on a à peu près 50% qui a affaire aux dépenses des ressources pour les ressources humaines. Et puis, l'autre moitié, qui sont en fait des achats divers et variés. Et donc, ça montre, si on prend au niveau du pays, toutes les entreprises ou même la fonction publique, ça montre la part d'achat qui pourrait être, sur lesquelles on pourrait avoir des contraintes pour que ce soit le plus responsable possible. Parmi vos clients, il y a beaucoup d'institutions de la fonction publique aussi. Il n'y a pas que des entreprises privées? Non, bien sûr. Et c'est d'ailleurs principalement ici qu'on voit une très forte dynamique depuis 2 ans avec des organismes publics qui sont de plus en plus contraints au bien acheter, au mieux acheter. Donc, en effet, on a beaucoup d'organisations publiques, des régions, des villes, donc des collectivités au sens large, aussi des entreprises publiques, diverses et variées, le CEA, l'UGAP, le CNES, pour les plus connus. En quelques secondes, si on parle un peu business, c'est quoi les perspectives 2022 pour Silex? Continuer notre croissance déjà. Je pense que c'était, on le voit, comme je disais, depuis 2 ans, en particulier sur cet effort autour de l'achat responsable. On veut maintenir le cap, donc on va continuer. Donc c'est doublé pour nous. Chaque année, on double notre taille, donc on double nos revenus et on fait à peu près plus 50% sur nos équipes. Ça fait déjà un beau challenge, donc on va continuer de s'y atteler. Merci beaucoup Quentin Fournella et bon vent à Silex. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.